Cet épisode 3 de la série Les Anneaux de Pouvoir nous apporte de rapides réponses tout en soulevant certaines questions. Cette vidéo d'avis et d'analyse sera avec spoiler, il faut donc avoir vu l'épisode avant de la regarder. Toutefois, je garde les théories pour la dernière partie de la vidéo. Allez, c'est parti. Un épisode sans Elrond et sans nains, sans Celebrimbor l'artisan, ni le haut roi Gil-galad, pas de traces non plus de Sio ni de Bronwyn. Toutefois, cet épisode nous emporte vers les splendeurs de l'île de Númenor, tout comme il nous plonge dans l'horreur d'un camp de prisonniers asservis par de charmants orques. Je vous propose de commencer par le sud avec Arondir et les orques. Alors on peut parier que ça ne sent pas la rose sous les peaux tendues par les orques pour se protéger de la morsure du soleil. Et ce sont donc bien des orques qui sont parvenus à prendre Arondir par surprise dans les tunnels, ce qui est logique dans le déroulement, mais étonnant quand on connaît l'acuité sensorielle des elfes. Mais bon, étonnant aussi qu'autant de travaux et de destruction de la nature aient pu survenir à 1 ou 2 jours de voyage à peine de là où les soldats elfes sont stationnés. Et ma première critique sérieuse porte donc sur cette incohérence. Comment une telle situation a pu leur échapper? Cela suppose qu'ils n'organisaient aucune patrouille dans les environs, ce qui semble peu probable. Je suis toujours aussi fan du design de l'apparence des orques, par contre la diversité, la laideur de leur visage sont le fruit d'un travail méticuleux et leurs casques et couvre-chefs sont en os ou parfois en bois, voire en peau. Sur celui qui donne l'eau et tranche la gorge, un orque nommé Magris, je crois, je suis pas sûr, on reconnaît un ancien casque elfique des guerres du Premier Âge. On suppose que toute la compagnie d'Arondir s'est faite capturer, ce qui témoigne d'une opération de grande envergure qui me semble là aussi traitée un peu trop rapidement par l'épisode. Alors bien sûr, je comprends l'intérêt d'une ellipse sur cette attaque pour avancer dans le récit, sur ce qui importe vraiment, mais elle implique des forces considérables puisque les elfes sous le commandement de Révion étaient certainement plus qu'une petite poignée. Vous l'aurez compris, pour moi, la capture d'Arondir a totalement du sens, celle des autres un peu moins et surtout aussi rapidement. Le compagnon de patrouille d'Arondir se fait ici vicieusement trancher la gorge, mais je regrette un peu la mise en scène timorée de ce moment. Et oui, on sait que les elfes peuvent résister à des blessures plus graves que ne le peuvent les humains avant de mourir, et ici on a une entaille qui devrait laisser passer un flot de sang pour être un peu crédible. Alors on pourrait se dire que le niveau de violence admis par la série impose ce choix, mais pas vraiment puisque les attaques du warg ensuite, et même la rixe d'Albrand dans la rue, seront plus graphiques et violentes. Et justement, lorsque ce premier elfe se fait tuer, Révion, leur commandant, crie Hunahavan, qu'on peut traduire par maudite bête. Il n'est pas content. Ensuite, avant de commencer à abattre l'arbre, Arondir lui demande à l'arbre Anin Apséné, pardonne-moi. Les plans larges de l'extérieur de cette tranchée orque montrent les ravages causés sur les environs ainsi que l'allure un peu serpentine de ce qui a été creusé et n'est pas sans rappeler le sable noir qui s'insinue dans le générique d'introduction, même si je sais bien que la première signification de ce sable noir, c'est le chant discordant de Melkor durant l'Ainulindale, la création du monde par le chant des Ainur, mais voir ma première vidéo à ce sujet. On retrouve surtout la thématique chère à Tolkien de la destruction de la nature via l'obsession de la domination et de la puissance. Et il faut dire que la symbolique d'Arondir devant couper l'arbre est d'autant plus amère quand on se souvient qu'il s'occupait des plantes avant de rejoindre l'armée. La tentative d'insurrection pour organiser surtout une évasion a ses bons moments, notamment avec l'intelligence du combat dont fait preuve Arondir qui va directement attaquer la structure de peau et profiter de l'avantage du soleil sur les orques. Un seul warg est relâché, il est présenté comme extrêmement dangereux, et il faut reconnaître que les elfes sont enchaînés, qu'ils n'ont aucun équipement, qu'ils sont sans doute un peu épuisés, et qu'ils ont uniquement des armes de fortune. Et celui qu'on pourrait s'amuser à appeler le Shiwa-warg fait un véritable carnage. Alors de mon côté, j'aime plutôt son aspect un petit peu étrange et fou, et les effets numériques ont largement suffi à me convaincre. Apparemment, ce n'est pas le cas de tout le monde sur Internet, mais les gens deviennent très exigeants avec les effets numériques, j'ai l'impression. Alors c'est vrai, on pourrait se poser la question, est-ce qu'un warg seul devrait causer autant de dommages, de dégâts face à des elfes entraînés? Mais je n'en sais rien, mais au moins, il est plutôt intéressant de souligner le danger de la créature, avec celui aussi que pouvait poser l'orque dans la maison de Bronwyn. Au moins, on n'a pas l'impression d'avoir une armée de chair à canon complètement incompétente. Et lorsque tous ces efforts se soldent finalement par la mort de Révion, qui certes devrait survivre à au moins autant de flèches que Boromir, mais bon, admettons, on voit le pauvre Arondir prononcer le mot Hano, qui signifie frère, pour souligner la perte de son commandant
et frère d'armes. Alandir doit être amené au mystérieux Hadar qui donne son nom à cet épisode alors qu'on ne le verra même pas clairement à la toute fin. Et ça franchement les gars c'est pas bien, hein. On aura toute une semaine à attendre avant de profiter de ce chef qui s'avère fort prometteur je trouve. Mais je reviendrai sur lui dans la partie théorie en fin de vidéo. Ce qui est évident, c'est que les orques avancent dans leurs travaux de préparation de cette région du sud, qui ne porte peut-être pas encore le nom de Mordor, en application d'un plan de secours qui avait été prévu de longue date en cas de défaite de Morgoth, le nom donné à Melkor, le grand ennemi par l'elfe Fëanor, à la fin des années des arbres de Valinor, mais je m'égare. Un plan déployé par Sauron en personne, on le suppose du moins, mais on reviendra sur ce petit rigolo en fin de vidéo, car de toute évidence, il aime jouer à cache-cache. Avant de parler des Harfoot, partons pour la magnificence de Númenor, à bord du vaisseau du capitaine Elendil. Alors, Lloyd Owen et sa voix incroyable, il faut au moins l'entendre parler une fois en VO, hein, je vous assure, vous ne serez pas déçus du voyage. Cet acteur apporte une présence indéniable à Elendil qui devient presque immédiatement pour moi un personnage que j'ai envie de voir davantage, d'autant plus qu'on a de la subtilité et du mystère autour de sa lignée et de la politique de Númenor. Je suppose que c'est la cité d'Arménélos que l'on découvre, même si son nom n'est pas prononcé dans l'épisode, cela semble aller de soi puisque le palais royal y est installé. On découvre plusieurs statues dont la plus immense à la main ouverte représente sans doute Eärendil, le père d'Elros et d'Elrond, sachant qu'Elros fut le premier roi de Númenor. Elros et Elrond sont des demi-elfes, le premier a choisi la mortalité et la barbe, et le destin des hommes, tandis qu'Elrond a choisi l'immortalité des elfes et pas la barbe. La statue d'où s'écoule de l'eau représente certainement le Vala Ulmo, le maître des mers et des océans, et plus tard Galadriel va passer à côté d'une statue alors qu'elle se rend dans la cellule de Halbrand, et si le commentaire de l'épisode semble préciser que cette statue incarne la mer dans son ensemble, j'ai envie de penser à une Maya de façon nettement plus précise, une Maya au service du Vala Ulmo et qui s'appelle Uinen, et on peut même ajouter qu'elle est l'épouse d'un autre Maya au caractère ombrageux et qui s'appelle Océ. Il est un petit peu celui qui va présider aux tempêtes et aux aspects les plus violents de la mer. De manière générale, j'ai trouvé Númenor splendide, aussi bien dans les plans larges que dans les détails de sa vie urbaine foisonnante. On a vraiment l'impression d'une cité, d'une civilisation même qui vit véritablement, avec diverses inspirations méditerranéennes, tout en conservant des éléments architecturaux qui seront déclinés bien plus tard au Gondor. Dans les plans larges de la ville, on distingue aussi le Meneltarma, la montagne sacrée de l'île. Revenons à la mer toutefois avec la séquence qui introduit le personnage d'Isildur, le fils d'Elendil. Quelle est la source de ce murmure féminin qu'il entend en rêvant en plein jour? Alors bien sûr, il pourrait s'agir d'un amour qui reste à révéler, mais j'ai l'impression qu'il s'agit plutôt d'un appel mystique, d'une Maya, peut-être Uinen justement, à moins qu'il ne s'agisse de quelque chose de légèrement différent que j'aborderai dans la partie théorie. Pour moi, les séquences maritimes sont tout simplement superbes, de même que le design des navires, et tout le rapport de Númenor à la mer fonctionne parfaitement. L'arrivée de Galadriel et Halbrand vient illustrer le choix de la compression de la chronologie par la série comparé à ce qu'on suit dans les sources écrites. Númenor se situe déjà dans une époque de méfiance, voire de rejet et d'animosité envers les elfes. On a tout un jeu politique à venir autour de cette question centrale qui s'accompagne directement de celle du rapport aux Valar, les puissances angéliques de l'Ouest qui résident au Valinor. L'épisode introduit la régente Myriel et son interprète, Cynthia Aday Robinson, projette pleinement l'aura de pouvoir qui va avec ce titre. On aperçoit rapidement Pharazôn, son conseiller, son bras droit, qui apparaît immédiatement comme doué pour les formules. En effet, face à l'arrogance de Galadriel, il souligne qu'il préférait énerver un étalon plutôt que de tenter d'emprisonner la commandante des armées du Nord de Gil-galad, et de ce fait, insidieusement, il la compare à un animal à dresser, mais sans l'insulter ouvertement. Et justement, parlons de Galadriel, dont l'approche frontale va sans doute agacer, et je reconnais que le trait est sans doute un peu trop forcé, même si on reste sur l'idée du départ de toute une évolution de ce personnage qui est prévu sur 5 saisons. Ce qui me gêne un peu, c'est qu'une simple évaluation raisonnable de la situation devrait lui permettre, lui faire comprendre qu'elle n'est pas en position, franchement, d'exiger quoi que ce soit, malgré son statut et sa puissance individuelle. En revanche, et en contraste, Halbrand fait preuve de plus de bon sens, habitué peut-être à jouer avec l'autorité et à requérir à des méthodes détournées pour arriver à ses fins, comme avec la dague ou plus tard le symbole de la guilde des forgerons.
Et d'ailleurs, on peut même se douter que Halbrand aura volé les quelques pièces avec lesquelles il va payer l'alcool aux gens du coin, parce que je suppose qu'il n'avait pas d'argent sur lui et que cet argent n'a sûrement pas cours à Númenor. Au passage, entre Galadriel et Halbrand, je ne perçois pas vraiment de sérieuses tensions romantiques pour le moment, mais on n'est jamais totalement à l'abri, alors je continue à me méfier, puisque clairement, c'est une direction qui serait une mauvaise idée, en tout cas de mon point de vue. Le rapide échange entre Myriel et Pharazôn évoque déjà le trouble causé sur l'île par les positions du père de Myriel, père qui se nomme a priori Tar Palantir et qui reste roi en titre même si sa fille occupe la régence. Elendil précisera ensuite à Galadriel que le roi est confiné dans la tour qui correspond sans nul doute à la tour d'Elros, bâtiment qui domine la ville d'Armanelos et dans laquelle Myriel se rend en fin d'épisode. Trouver Elendil en tant que simple capitaine peut surprendre, c'est vrai, mais le choix est intéressant. On souligne sa noble lignée sans préciser ce qui a pu amener à la déchéance de sa station, même si on se doute bien du lien avec le rapport des Numénoriens aux elfes. On retrouve cette subtilité dans les questions de la régente à Elendil, dont le nom signifie celui qui aime les étoiles, mais aussi ami des elfes. Myriel évoque les fidèles, ce qui désigne la faction de Númenor favorable aux elfes, et elle explique leur croyance envers les signes liés à l'arbre blanc. Cet arbre est éminemment important, comme vous devez au moins vous en souvenir avec celui de Gondor dans les films. Cet arbre est nommé Nimlos et il provient d'une pousse offerte par les elfes, une pousse de l'arbre Celeborn qui pousse sur Tol Eressëa, une île elfique au large de Valinor. Il y a une parenté lointaine entre ces arbres et Telperion, l'un des deux arbres sacrés de Valinor, ceux dont on a vu la destruction par Morgoth dans le prologue du premier épisode, qui ne mentionnait pas l'araignée Ungoliant, mais bon, pour en savoir plus à ce sujet, le mieux reste pour vous de suivre les parties de jeux de rôle en Terre du Milieu, dont vous retrouverez les replays sur ma chaîne YouTube secondaire, Captain Jeux de Rôle, avec Presséa, la streameuse Pétulia de Reflets d'Acide, Brand de la maison d'édition de jeux de rôle Lapin Marteau et Lucien Men de la Bonne Auberge, qui forment une magnifique équipe de joueurs. Je vous les recommande. Revenons à l'échange entre Myriel et Elendil. Si Myriel semble se méfier publiquement des fidèles, Elendil en fait de même quand il souligne la méfiance qu'il faut avoir envers les signes pour mener sa vie. Il n'en reste pas moins qu'Elendil est en quelque sorte promu pour surveiller Galadriel, ce qui pourrait être un indice quant au véritable ressenti de la régente. Concernant l'épée remise à Elendil, non a priori il ne s'agit pas encore de Narsil, dont les tronçons reforgés deviendront Andúril, la fameuse épée d'Aragorn. Et d'ailleurs, je crois qu'il faudrait que je reforge la mienne. Je craignais un peu l'évasion de Galadriel, devinée dans les teasers, mais la délicatesse de ses déplacements m'a plu au final, ainsi que la finesse d'Elendil qui savait pertinemment qu'elle tenterait de s'en aller et l'attendait tranquillement sur le port. Qu'ils reconnaissent en elle les tendances à la vitesse et à l'aveuglement de ses enfants en dit un peu trop long sur le caractère qu'exprime actuellement notre héroïne elfique, mais bon, grâce à Morphée Clark, son interprète, tout passe encore pour moi, même ce plan très naïf de la chevaucher sur la plage est précisément de la pure joie exprimée par Galadriel pour le simple plaisir de galoper. Il n'est pas étonnant que cette scène suscite des réactions variées, car la télévision est entrée depuis des années maintenant dans l'ère du cynisme ou de l'ironie qui domine en maître la narration. Alors c'est quelque chose que je peux apprécier bien sûr, mais ici, cette pure naïveté du plan, on dit long sur nos habitudes à trouver de l'inconfort, certains diraient du malaise, voire du cringe, dans une scène absolument naïve, encore une fois, et consciente de l'être. Et pourtant, cette naïveté vient de mon point de vue contrebalancer le caractère de Galadriel, lui apporter cette petite touche d'émerveillement enfantin qui caractérise parfois les elfes. Le contraste avec la roublardise d'Halbrand n'en est que plus fort, alors qu'il tente de se faire accepter en tant qu'apprenti de forge, un point sur lequel je reviendrai dans les théories. Et on peut observer sans doute que sa façon d'entourlouper les hommes du coin avant de leur servir une correction extrêmement violente nous en apprend beaucoup sur ce personnage. Clairement, il craint son don pour la violence et on peut supposer qu'il fuit les conséquences de ce qu'il a pu en faire par le passé. Cela vient apporter un peu d'épaisseur au personnage qui devient de plus en plus intéressant. Ce qui est dommage, en revanche, c'est que cela se fasse au détriment des Numénoriens qui apparaissent ici comme des brutes basiques, bien loin de cette notion de raffinement et de civilisation à son apex, largement au-delà de ce qu'on peut rêver de trouver en Terre du Milieu. Du fait du don des Valar en remerciement du combat mené par leurs ancêtres contre Morgoth, les Numénoriens disposent non seulement de l'île, mais aussi de capacités presque surhumaines et d'une durée de vie nettement plus longue que celle des humains normaux de la Terre du Milieu.
Et malheureusement, pour l'instant, je dirais qu'on ne ressent pas du tout ces différences pourtant fondamentales pour comprendre le rapport des Núménoréens au monde, aux elfes et aux Valar. La bibliothèque de parchemin d'Elros est magnifique et la découverte étonnamment rapide aussi. Les théories sur la marque de Sauron étaient donc justes, elles représentent bel et bien une vision schématique du Mordor, alors que les elfes tentaient d'y déceler une signification plus profonde. La peinture, dans un style très naïf médiéval qui représente Elros et Elrond, laisse éventuellement espérer que nous aurons un jour un flashback de ces deux-là, et quoi qu'il en soit, la mention d'Elros était plus que bienvenue. Et ce n'est pas tout, puisque Galadriel révèle plus tard à Halbrand avoir trouvé la signification du symbole qu'il porte. Et même si le nom de Ulfang n'est pas directement mentionné dans l'épisode, on peut déduire du dialogue que c'est à ce chef du Premier Âge, et qu'on retrouve dans le Silmarillion, qu'elle fait allusion, celui qui dirigeait les Orientés et qui trahit l'alliance avec les elfes, permettant ainsi la victoire de Morgoth. Les réponses d'Halbrand ouvrent clairement à des théories, et incroyable surprise, oui je sais, j'en parlerai dans la partie théorie. C'est fou. Du côté de la famille d'Elendil, on sent une tension anormale et un déséquilibre dans la façon dont le père traite sa fille Éarienne et son fils Isildur. Ce personnage Éarienne, la fille, est une invention de la série, une invention plutôt intéressante à mes yeux, sachant qu'on a bien eu la confirmation, et heureusement, de l'existence d'Anarion, le second fils d'Elendil. Et on peut même ajouter que le fait qu'Anarion reste à l'ouest, sans doute dans la cité d'Andúnier, témoigne probablement de l'attachement d'Anarion aux elfes et de sa posture politique de fidèle. Et il faut savoir que depuis l'ouest de Núménor, on peut parfois apercevoir de justesse, loin à l'ouest, l'île elfique de Tol Eressëa, ce qui est plus que symbolique. Isildur ne veut pas rester dans la marine et Éarienne souhaite de son côté devenir architecte. Quant à la douleur portée par Elendil, elle provient à coup sûr de la perte de son épouse, la mère de ses 3 enfants. Enfin, pour clore la partie sur Núménor, Myriel rend donc visite à son père dans la tour d'Elros, et on comprend que d'une façon ou d'une autre, le père et la fille avaient connaissance de l'arrivée future d'une elfe et des implications que cela pourrait avoir pour leur civilisation. Quelques mots sur les pieds velus avant d'en venir aux théories. Déjà visuellement, je continue d'être admiratif du travail sur les décors, la lumière, les costumes pour ces pieds velus, avec leur festival, leur chariot, leur camouflage. Tout est vraiment fabuleux. Nori récupère la page de la constellation qui intéresse l'étranger dans une scène gentiment comique. On apprend que Largo, le père de Nori, a sans doute perdu sa première épouse, Rose. Entre la crainte d'être abandonnés en arrière et la cérémonie du souvenir de tous ceux qui les ont perdus, on en apprend davantage sur eux et la dureté de leur existence face à une nature aussi nourricière que meurtrière, comme je le soulignais déjà dans la première vidéo. On comprend notamment que Poppy Proudfellow a perdu toute sa famille dans un glissement de terrain, ce qui rend son personnage d'autant plus émouvant, notamment quand on se souvient qu'on la voit tirer seule son petit chariot. La rigueur de ce mode de vie vient éclairer et expliquer de belle façon l'obsession du confort et l'aversion pour l'aventure qu'on trouvera bien plus tard chez la plupart de leurs descendants hobbits, sédentarisés dans le comté ou la comté, selon la traduction que vous préférez. Je reviendrai sur l'étranger dans la partie théorie car ne nous voilons pas la face, on veut tous savoir ce qu'il cache celui-là. Et justement les théories j'y arrive, mais pensez à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas trouver le Chihuahuarg sous votre lit en train de bouffer vos pantoufles. C'est bon, vous êtes toujours là, vous êtes prêts pour les théories? Alors c'est parti. Je pense que la voix entendue par Isildur sur le navire pourrait provenir des Valar au travers de l'esprit de l'arbre de Núménor qui s'adresserait à lui, ce qui pourrait constituer une intéressante invention de la série au vu du destin incroyable de ce personnage et de son rapport avec Nimlos, l'arbre blanc. Et oui, j'ai vraiment hâte de voir le développement d'Isildur dans la série, un personnage qu'on résume trop souvent à sa funeste et presque ultime décision au sujet de l'anneau unique, alors qu'il a accompli des exploits déterminants auparavant. Pour rester dans la famille d'Elendil, on n'a malheureusement eu aucune mention à Barahir ni à sa bague, qui doit pourtant bien être en possession d'Elendil, mais j'espère que cela pourrait venir plus tard. Alors rapidement et pour rappel, Barahir c'est un lointain ancêtre qui a sauvé Finrod, le frère de Galadriel, au cours d'une bataille, et c'est en aidant Beren, le fils de Barahir, que Finrod a trouvé la mort. Il lui a même sauvé la vie en donnant la sienne, et ce serait sans doute un message qui pourrait beaucoup impacter la vision du monde de la Galadriel qu'on a actuellement sous les yeux. Du côté d'Éarienne, la fille d'Elendil, je me demande si la sévérité du père ne pourrait pas s'expliquer par d'éventuelles idées anti-elfes de la fille,
ou complètement différent parce que sa naissance serait à l'origine de la mort de sa mère, par exemple. Alors oui, je sais, c'est un cliché, c'est un grand classique, mais il doit bien y avoir une histoire derrière cette tension. Un mot sur Hadar, comme promis, Hadar signifie père, et non, je ne pense absolument pas qu'il s'agisse de Sauron, il est un de ses puissants lieutenants à n'en pas douter, et on apprend que les orques cherchent quelque chose. Se pourrait-il que ce quelque chose ce soit l'épée brisée récupérée par Theo? Quoi qu'il en soit, au sujet d'Hadar, tout, depuis son visage, ce qu'on en a deviné, ou le design de son épée, eh bien, tout laisse à croire qu'il s'agirait d'un elfe qui a été corrompu par le mal. C'est une création osée, mais qui pourrait être pertinente et nous offrir un antagoniste étoffé, tragique, et peut-être qu'en récupérant l'épée, il cherche à s'accaparer ou à empêcher quelque chose, mais quoi? Et justement, au sujet de cette épée brisée récupérée par Theo, eh bien revenons sur la lignée d'Halbrand et ce qu'il évoque comme un serment de sang envers Morgoth. Après avoir vu le sang de Theo nourrir l'épée brisée, on peut clairement supposer que le garçon est du même sang, qu'il soit le fils ou encore le neveu d'Halbrand par exemple. L'un des deux, Halbrand ou Theo, deviendra avec quasi-certitude un commandant au service de Sauron et plus tard un roi et un Nazgûl, reste à savoir lequel. Au sujet de la théorie qui voudrait qu'Halbrand soit en réalité Sauron, on a certes le petit indice de la forge dans cet épisode, une activité chère à Sauron. Par ailleurs, il vole et il a tendance à toucher un peu tout le monde avec ses mains, un peu peut-être une marque de fabrique de ce manipulateur qu'est Sauron. On peut aussi y ajouter la puissance dont fait preuve Halbrand face à plusieurs adversaires dans son combat de rue et son souhait d'échapper à son passé, mais pour moi il ne fonctionne toujours pas en Sauron. Par contre, il offre une fausse piste presque parfaite. Du côté d'Arondir, maintenant, je me demande s'il va s'en sortir seul ou si Bronwyn et Theo vont venir le secourir pour un petit peu inverser les clichés habituels. Un mot quand même au sujet de Myriel qui va voir son père et dont on n'a pas vu le visage, s'ils ont déjà des informations comme une sorte de prophétie au sujet de l'arrivée de Galadriel, est-ce que cela pourrait signifier pour Númenor? C'est parce qu'ils ont accès à un palantir, une pierre de vision, et donc qu'ils la maîtrisent suffisamment pour avoir des aperçus de l'avenir, et on verra sûrement ça dans le ou les prochains épisodes. Enfin, au sujet de l'étranger, il ne fait aucun doute que la série joue le chaud et le froid, si j'ose dire, pour nous perdre. Alors est-il un Istari, donc de l'ordre des mages, comme Gandalf et compagnie, ou encore Sauron? Est-il encore autre chose? J'y ai consacré une vidéo entière que vous retrouverez facilement sur la chaîne, mais je voudrais ajouter 2 points. Le premier, c'est que si Sauron doit parvenir à berner son monde, alors la série doit aussi berner son public. Eh oui, l'étranger peut demander à devenir un ami, il peut jouer les effrayés, uniquement parce que Sauron s'entraîne à manipuler ceux qui l'entourent. Alors oui, forcément les moments de comédie physique avec ce personnage plaident en défaveur de l'hypothèse Sauron, mais est-ce que ce n'est pas justement un artifice pour totalement perdre le téléspectateur? Le deuxième point maintenant, c'est l'hypothèse d'un Balrog, mais là attention, ça pourrait vous gâcher des éléments à venir de la série, de la saison du moins, donc soyez conscients du risque éventuel de spoiler. L'étranger pourrait être un Balrog qu'on attend au Mont Destin pour relancer son activité volcanique. En effet, sur la base des promos, des interviews, je pense que le Mont Destin va entrer en irruption durant l'épisode 6, ce qui va causer une vague de destruction massive et commencer à remodeler le Mordor à l'image qu'on lui connaît. La saison 1 a montré un Balrog dans son trailer, mais on ne l'a pas vu dans le prologue. Il s'agit donc soit d'un flashback à venir, soit d'un Balrog actif, et il ne peut pas s'agir du fléau de Durin dans la Moria, c'est trop tôt, à moins qu'il ne bouge pour ensuite retourner sous la Moria, ce qui reste aussi envisageable. Quoi qu'il en soit, un Balrog serait parfaitement logique pour agir sur le mont Destin et son aspect volcanique, et on constate que l'étranger a des tas de rapports au feu, mais même quand il regarde la page de la constellation, ses mains ne ressentent pas le contact et la chaleur des flammes, et il ne comprend même pas la notion de danger associée au feu et au papier. Toutes les suppositions restent ouvertes pour l'étranger, mais je ne crois pas ni n'espère qu'il s'agisse de Gandalf, de Radagast ou de Saruman. J'espère que cette vidéo vous a plu, pensez à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, à laisser un pouce en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, par exemple lundi pour House of the Dragon. Salut!